Bonjour à tous, je m'appelle MJ et je suis l'assistante en communication avec Forest Ontario. Je vous souhaite la bienvenue au 5e webinaire en français pour l'Envirothon ontarien 2017 à 2018. Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter Melissa de la Fontaine, conférencière, consultante et chroniqueuse de Radio Zéro Déchet. C'est la découverte de Bea Johnson qui a lancé Melissa sur cette voie en 2013. Depuis 2015, Melissa présente la simplicité de son mode de vie zéro déchet dans plusieurs médias, télévision L'épicerie, RDI Matin, le Huffington Post et la radio de CBC. Elle a fondé son entreprise, le Minivert, en 2017, afin de s'investir à temps plein sur ses projets zéro déchet. Donc, Melissa, je vous laisse la parole. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. C'est un peu étrange de parler toute seule, mais je vais prendre pour acquis que vous êtes tous présents. Fait qu'en fait, c'est ça, je vais en fait vous présenter mon mode de vie à peu près jusqu'à vers 14h15. Puis après, si je comprends bien, MJ va pouvoir gérer la période des questions. Donc, en fait, Melissa de la Fontaine, je me présente. Je n'ai pas, en fait, étudié en environnement. À la base, je travaille sur des plateaux de tournage en cinéma. Et c'est vraiment comme citoyenne que je me suis intéressée au mouvement zéro déchet. Donc, c'est un petit peu ça que je vous présente aujourd'hui. C'est pas la voie, la vérité et la vie. Je vous présente pas des grandes statistiques. C'est vraiment le concret de ma vie que je veux vous démontrer. Puis un peu des réflexions aussi que j'ai eues par obligation, en fait, à force de trouver des solutions puis à faire des recherches sur le sujet. Parfait. Bon, je vais y aller comme ça. Fait que vraiment désolée pour les participants de cette attente non désirée. Fait comme j'expliquais, en fait, c'est vraiment venu d'un désir citoyen de m'intéresser au zéro déchet. Puis en fait, ce qui a provoqué ma réflexion, c'est vraiment... Puis en plus, c'est drôle, vous voyez tout ce qui s'en vient dans mes slides. Ça a été en fait Bea Johnson. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une Française d'origine, mais qui a déménagé aux États-Unis il y a plusieurs années, puis qui est mariée maintenant à un Américain, puis qui a 2 enfants. Puis en fait, j'ai vu une vidéo d'elle sur Facebook qui expliquait comment la famille vivait leur mode de vie zéro déchet depuis 2008, puis qui produisait à peu près comme ça de déchets à 4 par année. Fait que quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu un gros choc en fait parce que moi je pensais que j'étais une personne écolo parce que je prenais les transports en commun et que je recyclais. Donc, finalement, ça m'a amené une réflexion un petit peu plus large, puis j'ai essayé de faire mieux en fait en évitant même ma production de déchets. Avant de passer dans les solutions, je trouvais ça quand même important de parler de où vont nos déchets, en fait, parce que c'est pas parce que on les met sur le bord du chemin puis qu'ils disparaissent le lendemain qu'en fait, on les voit plus. Qu'ils n'existent plus, on les voit plus, mais ils existent encore. Et puis, ils se rendent en fait dans des sites d'enfouissement. Et dans les sites d'enfouissement, il y a 2 façons que les sites polluent énormément, en fait. La première façon, c'est quand il va pleuvoir sur le site d'enfouissement, l'eau va ramasser tout ce qui est toxique dans les déchets et ça va s'écouler puis ça va se rendre dans nos nappes phréatiques, en fait. Fait que tous les petits ruissellements d'eau qu'il y a dans les comme en dessous de la terre qui se rendent jusque dans les ruisseaux, dans les rivières et un peu partout. Fait que ça, c'est une des premières façons que ça va polluer. Évidemment, on essaie de récolter ce liquide-là pour pas qu'il aille dans la nature, mais inévitablement, il y en a toujours qui se rend quand même. Et la deuxième façon, que je trouve la plus importante, puis qui est vraiment liée à quelque chose qu'on peut faire pour amener une différence, c'est la production de méthane, en fait. C'est-à-dire que quand on met des matières organiques dans les poubelles, c'est-à-dire tout ce qui est compostable, nos restants de table, par exemple, les matières organiques, pour composter, ont besoin d'air, d'un accès à l'air. Puis, dans les sites d'enfouissement, il y a aucun accès à l'air. Tout est compacté. Puis, les matières organiques, quand ils n'ont pas accès justement à cet air-là, ce qui va arriver, c'est que ça va produire du méthane. Donc, ce qui arrive dans les sites d'enfouissement, puis le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 21 fois plus puissant que le CO2. Fait que c'est la raison pour laquelle tout ce qui est matière organique compostable, c'est très, très important de ne pas l'envoyer dans un site d'enfouissement, puis vraiment de le composter. Fait que ça serait le bout un petit peu plus plate et technique de ma présentation. Puis là, ce que je vous propose, en fait, c'est des solutions que moi, j'ai trouvées pour justement éviter de produire des déchets.
La première chose que je dirais, c'est que moi, ce que je vous présente, c'est vraiment mon expérience personnelle à moi. C'est-à-dire que je connais d'autres personnes qui ont adopté ce mode de vie-là puis qui n'ont pas nécessairement les mêmes solutions que moi. Fait que ça, c'est vraiment, en fait, je vous le présente un peu comme un buffet. Fait que vous prenez ce qui vous intéresse puis vous partez avec. Puis ce qui vous intéresse pas, vous le laissez derrière. C'est vraiment ça, le deal. Sinon, je trouve ça super important aussi de spécifier que c'est de tendre vers le zéro déchet qui est important. Il n'y a pas de compétition à savoir qui fait plus ou moins de poubelles. C'est vraiment de faire de son mieux, en fait, dans deux limites. La première, c'est nos limites personnelles. On a tous des limites, des choses qu'on ne veut pas faire. C'est super important de le respecter. Parce que si vous dépassez vos limites puis que vous vous efforcez à faire des choses que vous voulez pas réellement faire, ça va en fait juste vous écœurer puis vous allez comme arrêter de le faire. Donc, c'est pas l'objectif. Le but d'adopter des habitudes zéro déchet, c'est vraiment de les garder à long terme pour toujours. Fait que c'est important de se respecter. La deuxième limite, c'est évidemment le contexte de vie dans lequel on vit. Là, selon l'âge que vous avez, souvent, vous vivez encore chez vos parents. Fait que si c'est le cas, évidemment, c'est un contexte de vie qui peut limiter certaines choses. C'est-à-dire que si vos parents veulent pas devenir zéro déchet, vous pouvez pas les forcer. Fait que c'est vraiment important de respecter son contexte dans lequel on vit aussi. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi un peu lié au minimalisme, c'est-à-dire tout ce qui est simplicité volontaire, de réduire notre consommation, parce qu'évidemment, moins on consomme de choses, moins on pollue, moins il faut les remplacer, les réparer. Fait que moi, personnellement, j'ai choisi de vivre dans un petit appartement, un 2,5. Comme ça limite la consommation de choses que je peux avoir. Sinon, important aussi de dire qu'il n'y a pas de règlement pour le mouvement zéro déchet. Si vous décidez de faire le pas vers ce mouvement-là, il y a personne qui va venir vous chicaner si vous décidez de prendre quelque chose d'emballé. Moi, un des exemples que j'aime donner, c'est qu'en général, je ne mange pas de bonbons emballés, évidemment. Mais à l'Halloween, si j'ai une petite barre Mars qui me tombe dans les mains, je vais la manger. Fait que je respecte aussi mes propres règlements, mais je les transgresse quand j'en ai besoin aussi. Donc, il n'y a pas de règlement. C'est vraiment propre à chacun de trouver ses limites à lui. Puis la dernière chose que je dirais, c'est que c'est aussi lié à d'autres réflexions environnementales. C'est-à-dire que moi, au début, je me concentrais vraiment sur ma production de déchets dans ma poubelle à la maison. Puis il est venu un moment où je me suis rendu compte que chaque objet, avant de rentrer dans ma maison, produit déjà des déchets que je vais jamais voir, mais qui vont quand même exister. Puis quand ça va sortir de ma maison aussi, ça va produire des déchets. Ce qui m'a poussée en fait à tendre maintenant vers de la nourriture plus végétarienne, biologique, locale, de saison. Il n'y a rien que je fais parfaitement, mais j'ai une tendance vers toutes ces tendances-là en fait. Fait que voilà. Sinon, si je vais vers Bea Johnson, que je parlais tantôt, la voici, la voilà. En fait, ce qu'on lui doit, c'est vraiment, tu sais, elle n'a pas inventé le mouvement zéro déchet, ça se faisait déjà bien avant elle. Quand j'en parle à mes amis, ils me disent souvent que leur mère, leur grand-mère faisaient déjà ça. Mais ce qu'on lui doit, par exemple, c'est vraiment d'avoir popularisé le mouvement partout autour du monde. C'est vraiment partout. Elle fait des conférences partout maintenant pour promouvoir le mouvement. Elle écrit un livre. Ça, c'est la version américaine qui s'appelle Zero Waste Home. Mais il y a la version québécoise qui est zéro déchet, parce qu'il y a une version québécoise et une version française aussi. Fait que ça, c'est la version américaine que vous pouvez voir là. Fait que voilà, c'était juste un peu vous parler de la source du zéro déchet. Sinon, dans le mouvement, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, dans le milieu environnemental, ce qu'on préconise beaucoup, c'est de mieux recycler, de mieux gérer nos déchets, de réutiliser ce qu'on a déjà, mais on oublie souvent comme le point le plus important qui est de refuser, puis en fait, refuser ce dont on n'a pas besoin et de réduire notre consommation aussi à la source. Parce que de ne pas consommer un produit, c'est vraiment la meilleure façon de ne pas polluer parce qu'on évite toute la chaîne de ressources puis d'énergie que ça va prendre justement pour amener tout cet objet-là à nous. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une pomme, mais si j'ai une pomme puis que j'ai poquée puis j'ai pas le goût de la manger puis je la jette, même si je la composte, je vais pas jeter juste la pomme, je vais jeter en fait toute l'énergie, tout le gaz que ça va pris pour la transporter jusqu'à moi, toute l'eau que ça va avoir pris pour la faire pousser, des pesticides si on en a utilisé aussi pour la faire pousser. Donc, c'est tout ça en fait que je vais comme jeter aux poubelles parce qu'on n'aura pas utilisé le fruit de toute cette énergie puis ces ressources-là. En fait, ce que le mouvement suggère, c'est d'appliquer en fait ces 5 points-là en ordre. Puis quand on les applique en ordre, en général, il reste beaucoup moins de déchets à la fin, voire très peu. Fait que le premier, c'est évidemment de refuser ce qu'on n'a pas besoin.
Puis là, la première chose que je mettrais, c'est tout ce qui est, par exemple, emballage de plastique à usage unique. Là, il y a des moments où c'est dur de faire autrement. Si c'est les seules options que vous avez, continuez à en acheter et manger, s'il vous plaît. Mais s'il y a une option pas emballée, c'est toujours le mieux, en fait. Fait que de refuser toute utilisation de plastique jetable. Les pailles aussi. Il y a un mouvement sans paille qui a pris forme il n'y a pas si longtemps, le mouvement No Straws. Parce que justement, ces petits objets-là non recyclables aussi souvent se retrouvent dans nos océans, puis vont littéralement en fait tuer des animaux et on va se retrouver avec des océans remplis de plus de plastique que d'animaux dans quelques années. Fait que de refuser tout ce qu'on n'a pas besoin, c'est vraiment la première chose à faire. La seconde, c'est de réduire ce qu'on a besoin. Fait que là, un exemple que je pourrais vous donner, en fait, c'est qui m'est venu d'un groupe d'ados, justement, c'est les vêtements. En Amérique du Nord, on en consomme énormément, puis c'est sûr qu'on en a besoin, là, surtout en hiver. Au Canada, il fait froid. Mais peut-être qu'on en a besoin moins que ce qu'on consomme. Fait que de réduire notre consommation, ça peut vraiment être une très bonne chose. Le troisième point, c'est vraiment de réutiliser et réparer ce qu'on a déjà. Fait qu'encore une fois, par exemple, les vêtements, c'est pas parce qu'il y a un petit trou, qu'il y a un bouton qui est brisé, ou on peut réparer ces choses-là au lieu de changer de vêtements. Il y a un chat qui va peut-être s'immiscer dans la conférence. Je suis désolée. Allô, Samy? Sinon, de réutiliser l'autre exemple que je vous donnerais, c'est vraiment, par exemple, moi, quand je fais mon épicerie, puis je vais vous en parler plus loin, j'utilise toujours les mêmes contenants que je vais remplir à chaque fois les mêmes. Donc, je prends des sacs de tissu, je prends des pots maçons, je prends des contenants réutilisables, je vais toujours réutiliser les mêmes. Puis, réutiliser aussi peut être vu dans le sens de réutiliser en tant que société, ce qu'on a déjà, donc d'acheter des choses seconde main, de partager entre nous, de récupérer des choses que, tu sais, si par exemple, ma mère n'utilisait plus ses broches à tricoter, ben j'ai repris ses broches à tricoter pour pouvoir tricoter. Au lieu d'en acheter des neuves, je réutilise quelque chose qu'elle avait déjà puis qu'elle ne se servait plus. Fait que ça, c'est une autre façon de voir le terme réutiliser. Ensuite, il y a recycler. Ça, on est assez bon en général. Là. On a été bien formés là-dessus. Fait que de bien recycler ce qui va au recyclage. Mais pour toute l'histoire de cycle de vie que je parlais tantôt, c'est-à-dire toute l'énergie que ça prend pour amener quelque chose jusqu'à nous, toute l'énergie que ça va prendre après ça pour le transporter et le recycler, de ne pas consommer cet objet-là, c'est quand même mieux que de le recycler. Mais si vous avez des objets à recycler, quand même, faites-le. Puis le dernier, composter, bien, j'en parlais tantôt, en fait, c'est que d'un côté, si on composte, on va avoir un engrais, donc pour nos cultures, ce qui est vraiment une bonne chose. Puis de l'autre côté, si on l'envoie au site d'enfouissement, on produit du méthane. Donc ça serait pour composter. Sinon, si je vais dans ma cuisine, en fait, puis qu'on parle un petit peu d'alimentation, comme je vous disais tantôt, moi, quand je vais à l'épicerie, l'époque où j'avais les cheveux courts, quand je vais à l'épicerie, j'amène mes propres contenants. Donc, des pots maçons pour tout ce qui est liquide. J'ai des sacs de vrac, j'ai une photo après, mais je vais quand même vous montrer. J'en ai pris un avec moi. Donc, des sacs de tissu comme ça. Fait que je vais mettre tout ce qui est sec dans mes sacs de tissu, tout ce qui est liquide dans mes pots maçons. Puis si j'achète, par exemple, du fromage ou du tofu, je vais avoir des contenants hermétiques fermés pour les prendre. Donc, la première chose que je fais en arrivant à l'épicerie, c'est de peser mes contenants. Comme ça, quand je vais les remplir, ensuite, en passant à la caisse, ils vont déduire le poids de mon contenant du poids total. Comme ça, je vais payer seulement le poids du contenu, en fait, ce que j'achète. Ça, c'est une épicerie qui est vraiment spécialisée zéro déchet. Fait que dans ce temps-là, les balances sont souvent en libre-service. Mais si vous allez dans une épicerie qui est un petit peu moins habituée ou qui le fait un peu moins, souvent, c'est eux qui vont peser le contenant à la caisse avant. Donc, ça peut ressembler un peu à ça. Ça, c'est mes sacs avec mes pots maçons. La seule chose, c'est qu'en fait, je prends des sacs de tissu parce que à Montréal, vu que je vis à Montréal, je vais souvent en vélo ou en transport en commun. Donc, je vais pas amener avec moi 60 pots maçons très lourds dans mon panier de vélo, par exemple. C'est pour ça que je garde seulement pour ce qui est liquide. Cela dit, quand j'arrive chez moi, je vais transférer tout ce qui est dans mes sacs de tissu dans mes pots en verre pour une question en fait de conservation. Ça va se conserver beaucoup plus longtemps. Aussi pour voir ce que à travers mes contenants. Il m'est arrivé en fait des fois de les laisser dans mes sacs. Puis là, j'étais devenue la spécialiste du taponnage de sacs. Là. Fait que là, je me disais, ah, ça c'est mes fusillés. Ah, ça c'est des pépites de chocolat. Ah, ça c'est soit de la farine ou du bicarbonate de soude, je suis pas certaine. Fait que c'est moins évident quand c'est dans des sacs, alors que dans des pots en verre, je peux tout de suite voir le contenu. Puis si c'est des aliments qui se ressemblent, par exemple, comme la farine et le bicarbonate, bien là, je vais les identifier avec un Sharpie sur mon contenant. Puis l'autre raison aussi, c'est une question d'infestation. En les laissant dans des sacs de tissu, c'est ouvert aux insectes et ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant, je fais très, très attention de ne plus laisser la nourriture dans mes sacs de tissu. Sinon, si on continue dans ma cuisine,
tout ce qui est jetable, en fait, à la base, j'ai trouvé des alternatives réutilisables, en fait, pour les remplacer. Fait que là, j'ai pas de photo, mais évidemment, pour tout ce qui est essuie-tout, j'utilise simplement des linges à vaisselle ou des guenilles. Ça, c'est très, très simple. Ce que vous voyez là, en fait, c'est pour cuisiner. Au fond de la plaque, c'est un silicone de fond de plaque. En fait, ça remplace le papier parchemin pour faire, par exemple, des biscuits. Puis, ce qui est en verre, c'est un silicone qui va par-dessus les Pyrex, qui remplace l'aluminium, par exemple, quand on fait une lasagne. Donc, à peu près tout ce qui est une version jetable a une version réutilisable. Fait que c'est ce que j'ai acheté. Peut-être ce qui va vous intéresser un petit peu plus pour les lunchs qui vous concernent un petit peu davantage, c'est tout ce qui est, par exemple, sacs Ziploc, les sacs de plastique jetables. Probablement que vos parents les lavent, là. Ma mère les lavait jusqu'à ce que mort s'en suive du petit sac. Mais moi, j'avais pas une grande passion pour laver des petits sacs Ziploc. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est quand même limité en termes d'utilisation. Là. Après, je sais pas, 5-6 utilisations, souvent le sac va trouer, fait qu'on va finir par le jeter quand même. Mais il existe en fait des alternatives réutilisables en tissu qui sont beaucoup plus solides, fait qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps que des sacs en plastique. Puis l'avantage, c'est que la majorité en plus se lave à la laveuse. Fait que ça, en tant que personne qui fait mon lavage et ma vaisselle, je trouve ça très agréable. Fait que si vous regardez à droite, c'est un exemple d'emballage de sandwich réutilisable. À l'intérieur, en fait, il y a une petite pellicule de plastique, pas petite, elle est assez épaisse justement pour que ça soit durable. Donc, on peut emballer un sandwich dedans puis ensuite le laver. Sinon, je ne l'avais pas en photo, fait que je voulais amener. Ça, c'est comme mon préféré. À l'intérieur, il y a une genre de petite pellicule plastique. Fait que c'est vraiment comme un Ziploc. Ça, c'est le format tourtière tarte, mais il y a des formats sandwich ou collation. Ça fonctionne avec un petit zip. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'ils vont à la laveuse. Fait que je les lave jamais à la main, je fais juste les mettre dans ma laveuse puis les faire sécher à plat, puis ça sèche très, très vite. Fait que ça, je trouve ça hyper pratique. Ça me prend même moins de temps à gérer que des sacs Ziploc, en fait. Sinon, si vous regardez à gauche ici, on le voit mal sur la photo, mais en fait, c'est un tissu qui est imbibé de cire d'abeille. Puis la cire d'abeille, avec la chaleur des mains, ce que ça fait, c'est que ça va comme un peu ramollir. Rebonjour, Samy! Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en fait le mettre soit sur un bol, si vous avez un restant, par exemple, de pâte dans un bol que vous voulez mettre au frigidaire, vous pouvez le mettre par-dessus, puis avec la chaleur des mains, ça va prendre la forme du bol et remplacer un saran wrap que vous auriez mis par-dessus un bol. Samy, on va retourner par terre, d'accord, mon chaton? Wow. Fait que ça, c'est une utilisation. Personnellement, je l'utilise moyen parce que je trouve ça juste plus simple de mettre une assiette sur mon bol ou si j'ai un restant dans une assiette, de mettre un bol sur mon assiette. Fait que je le fais moins, mais ce que je trouve très utile, en fait, c'est pour les sandwichs. Emballer mon sandwich pour aller, par exemple, en randonnée. C'est un peu plus hermétique que l'autre sac que je vous ai montré avant. Puis après ça, quand j'ai fini mon sandwich, je peux juste faire une boule dans mon sac puis ça prend moins de place qu'un contenant fermé dans mon petit sac de randonnée, en fait. Fait que ça, c'est des solutions qui existent. Sinon, ça, je pense que je vais le sauter. Sinon, si j'arrive ici, là, je vous écris à l'extérieur de chez moi. C'est pour la simple et bonne raison, en fait, que oui, faire son épicerie, par exemple, en vrac, puis quand vous allez dans des endroits qui sont habitués à ça, c'est quand même plus simple. Mais il y a comme un next level de défi qui est d'aller chercher un plat pour emporter dans ces contenants. Fait que si, par exemple, je vais aller me chercher des sushis ou je vais aller me chercher un sandwich dans un restaurant ou un repas, je vais aussi amener mes propres contenants pour éviter les emballages jetables qu'ils vont offrir parce qu'en plus, souvent, c'est des emballages de polystyrène qui est en fait recyclable, mais pas recyclable dans le bac de recyclage. Donc, c'est plus compliqué à recycler. Donc, j'essaie d'éviter ça au maximum. Si vous regardez à gauche, en fait, ça, c'est mon kit... mon artillerie lourde que je l'appelle. C'est-à-dire que si je le sais absolument que je vais aller me chercher un repas, puis chaud en particulier, là, je vais amener vraiment ce que je sais que j'ai besoin. Si c'est chaud, en plus, je vais éviter le plastique. Donc, je vais soit amener un contenant en verre, soit un contenant en stainless steel aussi, j'en ai un. Je vais amener mes ustensiles, un petit linge à vaisselle. Ça, c'est toujours pratique, un linge à vaisselle. Je vais amener un pot maçon si je vais aller chercher un café, puis ma bouteille d'eau. Si je pars, puis j'avais pas prévu de m'arrêter quelque part pour manger, mais la vie est remplie d'imprévus et que je finis par y aller. Chez moi, j'ai pas mal, pas chez moi, dans mon sac, j'ai toujours en fait l'assiette bleue ici, puis les coins ici se déclippent, donc ça fait une feuille. Fait que c'est vraiment comme juste un carré que je vais glisser dans mon sac à dos, qui prend pas de place, mais qui peut me faire un bol si j'en ai besoin. J'ai des ustensiles de camping réutilisables dans ma sacoche. Puis ces deux items-là, en fait, c'est des objets de plein air qui se trouvent dans des magasins de plein air vraiment conventionnels. Puis je vais soit avoir en fait ma bouteille d'eau ou des fois un petit pot maçon vu que ça prend moins de place parce que je peux mettre en fait
soit de l'eau si j'ai soif, soit du café, soit du thé ou peu importe le breuvage que je veux avoir. Puis toujours un linge à vaisselle, ça c'est comme la chose que j'oublie jamais parce que ça peut m'emballer un sandwich que j'avais pas prévu, ça peut essuyer un dégât. D'ailleurs, quand j'étais allée au restaurant puis que mon ami a renversé son verre d'eau, j'ai été beaucoup plus rapide que le serveur pour essuyer le dégât avec mon linge à vaisselle. Ça peut aussi servir de sous-verre si je vais dans un restaurant qui utilise des sous-verres, donc ça peut être vraiment utile pour plein de choses. Fait que ça, c'est mon kit de survie pour aller chercher des plats pour emporter. Après, le plus difficile, c'est pas nécessairement de traîner ses contenants, mais c'est de réussir à demander au commis devant soi de le mettre dans nos contenants à nous. Ça, avec le temps, on se trouve des trucs. Moi, au début, ça me stressait beaucoup, mais avec le temps, j'ai trouvé ma façon de faire qui est vraiment assez efficace. C'est rare que je me fais dire non, en fait, là. Mais un des trucs principaux que je pourrais vous donner, c'est vraiment juste d'être gentil avec les gens et compréhensif, parce que quand on devient plus intransigeant, par exemple, la personne se referme et elle n'a plus envie de nous aider. Il faut vraiment donner le goût au commis de nous aider en étant sympathique. Si elle nous dit non, de poser la question de pourquoi, c'est quoi la limite, pour essayer de trouver des solutions. Puis ça, en général, quand je connais la limite du commis devant moi, mais je suis capable de trouver des solutions pour réussir à atteindre ces critères tout en réussissant à demander à mettre la nourriture dans mon contenant. Puis j'essaie aussi de les aider en leur disant qu'est-ce qui va aller dans quoi. Par exemple, de dire le sandwich, on va le mettre dans mon linge à vaisselle, la soupe dans mon bol, le café dans mon pot maçon. Fait comme ça, je simplifie vraiment leur procédure. Mais ça, après ça, c'est comme à tous et chacun de trouver sa formulation puis sa façon de faire. Puis évidemment, quand je pars, je leur dis un gros merci chaleureux parce que j'apprécie grandement le service qu'ils viennent de me rendre. Fait que voilà. Fait que ça serait pour les commandes pour emporter. Sinon, si je continue, les commerçants locaux, en fait, la seule chose que je veux comme spécifier là-dessus, c'est que souvent, quand on achète des choses qui viennent de plus loin, ils vont être plus emballés, de un, parce que ça vient de plus loin, donc pour protéger, que ce soit des aliments ou des objets, on va les emballer davantage. Puis souvent, c'est des plus grosses chaînes. Fait que la façon la plus facile, en fait, de réussir à aller chercher du vrac, c'est pas une loi universelle, c'est vraiment juste comme plus facile, c'est d'aller voir des petits commerçants locaux. Donc, si vous allez voir un boulanger, qui est vraiment que sa boulangerie, plutôt que d'aller dans une section boulanger dans un grand supermarché, vous avez plus de chances de vous faire dire oui parce que devant vous, vous allez avoir en fait le propriétaire qui va être capable de voir que ce que vous faites est bien correct, qu'il va pouvoir prendre la décision, alors que si vous allez dans une grande surface, souvent vous allez avoir devant vous un commis qui ne peut pas prendre cette décision-là. Fait que c'est pas impossible, mais d'aller vers des commerçants locaux, c'est souvent beaucoup plus facile pour accéder au vrac. Fait qu'en gros, ça serait pour la nourriture. Fait que notez vos questions si vous en avez pour la fin. Si je continue dans ma salle de bain, ça, je vais le passer vite parce qu'on pourrait quand même en parler très, très longtemps, mais je veux juste un peu le survoler parce que c'est un des points souvent qui intéresse beaucoup les gens dans le zéro déchet. Un peu comme la nourriture, en fait, il y a des choses que j'ai recommencé à faire moi-même. D'ailleurs, je le dirais même pour la nourriture, là. Je cuisine beaucoup, évidemment. C'est de la vinaigrette à salade, évidemment. Je ne vais pas l'acheter préfaite, je vais la faire moi-même. Et au niveau alimentaire et cosmétique, il a fallu que je trouve un équilibre entre faire des choses moi-même et les acheter en vrac. L'autre exemple que je donnerais, c'est le pain. Pendant un certain temps, je faisais mon propre pain pour éviter de faire des déchets. Puis, je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps, que mon pain n'était pas très bon. Là. Je ne devais pas être très, très bonne pour le faire. Et que c'était juste plus simple d'aller chez le boulanger au coin de la rue. Et j'amenais ma tête d'oreiller. J'ai en fait 3 têtes d'oreiller qui me servent pour la nourriture. Puis de faire mettre mon pain dans ma tête d'oreiller. Fait qu'il y a des choses comme ça que le jour où je les ai trouvées en vrac, en fait, j'ai arrêté d'essayer de les faire moi-même parce que c'était plus simple de les acheter en vrac. Fait que dans les deux cas, alimentaire et cosmétique, j'ai trouvé l'équilibre entre ce que je vais faire moi-même et ce que je vais acheter en vrac. Fait que si on regarde, par exemple, mes premières photos ici, à gauche, c'est un dentifrice, en fait, qui se vend en vrac. J'ai arrêté de l'acheter. Puis ça, c'est un sujet très compliqué, mais pour une question de dents, mes dents, moi, ont besoin de fluor, en fait. Fait que je suis retournée à un dentifrice de pharmacie. Puis ça, justement, quand on parle de limites personnelles, ben c'est devenu une de mes limites. J'ai dû recommencer à prendre un dentifrice emballé. Après, c'est pas le pire des déchets, puis je vis quand même très, très bien avec. Mais j'avais essayé celui en vrac. Le deuxième pot ici, c'est de la lotion pour le corps. Ça, j'avais fait pendant un certain temps la mienne, mais c'était plus compliqué à faire pour simplement l'acheter en vrac. Maintenant, je trouve ça beaucoup plus simple. Ici, c'est mon déodorant. Ça, je le fais moi-même et j'arrête pas parce que c'est tellement facile à faire, ça me coûte presque rien, puis il fonctionne très, très bien pour moi. Puis ça, si vous cherchez des recettes ou des marques, vous allez tout trouver sur Internet. Là. C'est pour ça que je ne vous donne pas tant de cues, c'est super facile à trouver.
Sinon, si je continue, pour tout ce qui est brosse à dents, il y a de plus en plus d'options, mais une des options, c'est des brosses à dents en bambou. Il y en a plusieurs marques maintenant parce que le manche, en fait, est compostable au municipal en fin de vie. La seule chose, c'est que si vous prenez ça, soyez conscient que les poils sont en plastique, donc non compostables. Il faut les arracher, les mettre à la poubelle puis mettre le manche dans le compost. Sinon, les manches, en passant, moi, je m'en sers pour faire des semis. Quand je plante mes graines à ce temps-ci de l'année, comme j'ai fait ce matin, pour faire mes plantes, je vais, par exemple, écrire sur la manche basilic, puis le mettre à côté de ma graine que je viens de planter pour me rappeler que c'est mon basilic que j'ai planté. Donc, les manches à brosse à dents peuvent servir à ça aussi. Sinon, il y a des brosses à dents aussi qui permettent de changer la tête seulement. Je ne sais pas si vous voyez ici la tête interchangeable. Donc, en fin de vie, je vais garder quand même le manche tout le temps. C'est seulement la tête que je vais changer. Donc, c'est moins de matière que je vais changer à chaque fois. Et dernièrement, il y a aussi une compagnie de soie dentaire qui permet de garder toujours le même contenant puis de n'acheter que les recharges de soie dentaire. Fait que ça, je trouve ça le fun. Ça évite un emballage nouveau à chaque fois pour le distributeur. Là, je vais toujours garder le même petit pot en verre puis en métal avec des recharges de soie. Sinon, si je continue pour ma crème de visage, en fait, j'utilise seulement de l'huile. C'est vraiment beaucoup plus simple. Je vais vraiment, comme toujours, à l'expression la plus simple des cosmétiques. C'est pas ma passion. Que je mets dans un pot d'huile essentielle, en fait, pour le distribuer. Ça, ici, c'est un auriculi. Fait que ça remplace tout ce qui est Q-tip pour se nettoyer les oreilles. Soit dit en passant, il semblerait qu'il ne faut rien rentrer dans notre oreille. On devrait seulement prendre des barbouillettes avec nos petits doigts pour laver. Mais si jamais, vous pouvez voir que ça existe une option zéro déchet pour les Q-tips. Ça ici, c'est mon baume à lèvres. Ça, c'est encore quelque chose que je fais moi-même, un peu comme mon déo. Ça me coûte des peanuts. Je trouve que c'est celui qui va le mieux, que ça me prend pas de temps à le faire. Si je continue ici, c'est du marc de café, en fait. Donc, si vos parents boivent du café, le restant de café à la fin, ça peut servir d'exfoliant pour la peau. Donc, c'est seulement de le faire sécher pour pas qu'il moisisse, puis vous pouvez l'appliquer directement sur la peau dans votre douche, puis ça va exfolier votre peau. Ça évite les microbilles de plastique, parce que dans les produits cosmétiques de pharmacie exfoliants pour la peau, ils mettent des microbilles de plastique qui vont finalement se retrouver dans nos cours d'eau. Donc, on veut éviter une telle chose. Puis tout ce qui est shampoing, savon, revitalisant en vrac, ça existe assez facilement. Fait que ça, j'en parle pas trop parce que si vous trouvez les magasins un peu écolos, c'est quand même facile à acheter en vrac. Donc ça, c'est pour les cosmétiques. Si je continue pour ma garde-robe, comme je parlais de seconde main tantôt, de réutiliser des choses, en fait, plutôt que d'acheter du neuf. Puis de vêtements, à peu près, je vous dirais, je pense que 90% de ma garde-robe est seconde main. Soit des gens qui me donnent des vêtements, soit que je fais des échanges avec mes amis aussi. Fait qu'on va comme se faire une soirée où on amène tous les vêtements qu'on veut plus, puis on va se repartager nos vêtements, en fait. Fait qu'on se débarrasse de ce qu'on veut plus. On a du linge neuf pour $0. On est évité d'acheter. Puis quand il nous reste des vêtements à la fin, soit qu'on va les reporter dans une friperie ou si on en a vraiment beaucoup, à Montréal, il y a un centre pour itinérantes dans le Vieux-Montréal. Fait qu'on va faire une bonne action en même temps. Donc, mes vêtements, en général, je les ai usagés. Puis, si jamais il faut que j'achète neuf, ce qui arrive des fois, là, je me pose toujours les questions, est-ce que je peux acheter quelque chose qui est fait localement, qui est durable, qui est réparable, pour éviter de le changer à répétition? Fait que c'est ce que je vais tenter de faire si j'achète neuf. Sinon, tantôt, je parlais du cycle de vie de la pomme. Et là, je pense que je vais essayer de prendre une minute. J'ai une vidéo, puis j'aimerais vraiment ça réussir à vous la montrer. Tantôt, quand je parlais de recyclage, en fait, je l'ai pas mal déjà abordé parce que je vais être sûre d'avoir le temps, mais c'est vraiment pour l'histoire du cycle de vie que oui, c'est important de recycler, mais que c'est pas ça qui va sauver la planète, là. C'est vraiment important de même réduire notre consommation à la base. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que le recyclage, c'est une aspirine pour soulager notre lendemain de veille collectif, la surconsommation. C'est-à-dire qu'on est très, très bon en tant qu'humain pour trouver des patchs, des band-aids sur nos bobos, mais on se pose pas la question de, mais à la base, qu'est-ce qui nous a fait mal pour trouver la solution qui va régler le problème à la source. C'est aussi pour ça que j'aime le zéro déchet, parce que justement, le questionnement revient à la source, c'est-à-dire notre consommation. Sinon, ici, ce que je voulais un petit peu aborder, je reviens un peu sur la nourriture, là. Ça s'applique pour tous les objets, mais je vais revenir un peu plus sur l'alimentation. C'est-à-dire que mondialement, on jette beaucoup de nourriture qui devrait être mangée. C'est entre 30 et 50% de la nourriture qui est produite mondialement qui va être jetée sans être mangée. Puis surtout, ce gaspillage-là, en Amérique du Nord, c'est 47% qui se fait à la maison. Fait que c'est nous, comme consommateurs, qui jetons beaucoup de nourriture.
Fait que de faire attention de justement être plus créatif quand on cuisine, puis de pas gaspiller nos restants, puis de les ramener, puis de les manger, c'est super important. Parce qu'encore une fois, quand on les jette, c'est toutes les ressources que ça a pris pour les produire qu'on jette. Là, le but, c'est pas de faire culpabiliser, mais vraiment juste d'amener une réflexion sur notre gestion alimentaire à la maison pour éviter le gaspillage. Puis la photo que je vous ai mise ici, en fait, je l'ai mis parce que j'ai trouvé aussi une façon pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que j'ai fait une entente avec ma fruiterie de quartier. Puis tous les aliments qui sont un petit peu plus vieux puis qui essayent de vendre à réduction et normalement vont emballer dans du styromousse puis du saran wrap, moi, j'y rachète avant qu'ils l'emballent. Fait que je vais lui dire d'avance que je vais venir le voir puis que je vais acheter pour, par exemple, 15 $ de fruits et de légumes. Puis lui, il va me vendre son comme plus vieux stock pour moins cher. Ça va éviter de le gaspiller. Moi, ça me permet de faire des économies. Puis ensuite, je vais cuisiner, je vais faire de la compote de fruits, je vais faire de la sauce tomate, je vais faire des potages, des mijotés. Fait que ça me permet d'économiser tout en sauvant des aliments, en fait. Sinon, je dirais aussi de faire attention au greenwashing. Le mouvement zéro déchet prend beaucoup d'ampleur. Fait que c'est rendu que des compagnies qui essayent d'utiliser ce mouvement-là à leur avantage sans vraiment faire attention à ce que ça veut dire. Donc, l'exemple que je donnerais ici, c'est une enveloppe de thé, donc un emballage sur lequel est écrit « Ce produit est emballé dans une installation zéro déchet ». C'est vraiment divertissant, en fait, parce que c'est nommé dans la phrase que c'est emballé, mais c'est écrit zéro déchet dessus, puis un emballage ne peut par définition pas être zéro déchet, et en plus, il y a une erreur de français. Fait que voilà, fait que juste d'être conscient que du greenwashing, puis de garder un esprit critique, en fait, puis de poser des questions. Gênez-vous pas pour poser des questions aux producteurs, aux entreprises, écrivez-leur, demandez-leur d'où viennent leurs produits et tout. En tant que consommateur, c'est un droit de savoir qu'on a. Sinon, comme je disais tantôt, le but, c'est de tendre vers le zéro déchet. Fait que même si c'est pas possible d'atteindre la solution parfaite, il n'y a pas besoin d'être à la pire. Il y a souvent une nuance de choix entre les deux. Fait que le but, c'est juste de se rendre jusqu'où on est capable. Puis ça, déjà, ça va faire une grosse différence. Ça, je pense que je vais le sauter. Et si je vais dans les bienfaits, en fait, bien évidemment, il y a la santé. Je cuisine plus, je fais mes cosmétiques, mes produits ménagers maison. Donc, je sais que les produits qui rentrent chez moi, je les connais puis sont sains pour la santé. Quand je dis les recettes de grand-mère, en fait, c'est que j'ai retrouvé des vieilles recettes puis des utilisations à, par exemple, le bicarbonate de soude que j'aime beaucoup. Ça a aussi beaucoup simplifié ma vie. Si je regarde, là, j'en ai pas parlé parce que j'avais peu de temps, mais mes produits ménagers, quand je vais chez mes parents, il y a à peu près 20 bouteilles dans l'armoire de produits ménagers pour laver la maison. Chez moi, j'utilise 3 produits ménagers maison. C'est tellement plus simple. Je ne sais pas comment c'est. Mes produits cosmétiques, même chose. Avant, j'avais beaucoup de produits. Maintenant, j'ai beaucoup réduit. Fait que tout est plus simple chez moi. Sinon, si je vais qualité versus quantité, je préfère acheter des objets qui vont être plus durables, qui vont peut-être me coûter un peu plus cher à l'achat, mais qui vont m'éviter d'échanger régulièrement. Fait que ça me permet d'économiser à long terme et d'avoir des objets de plus grande qualité. Les modes de consommation, c'est ce que je parlais au début, mais en fait, ce que je voulais souligner surtout, c'est la cohérence. Depuis que j'ai adopté un mode de vie zéro déchet, je me sens vraiment alignée avec mes valeurs personnelles parce que j'agis pour être alignée avec celles-ci. C'est rien de parfait, j'ai mes failles, il y a des choses que je fais pas, mais au moins je sais que je fais de mon mieux. Fait que ça m'amène une cohérence puis un bien-être dans ma vie qui m'aide beaucoup. Fait que voilà, fait que je terminerai un peu là-dessus en fait. Là, je vais juste mettre ma dernière slide pour vous montrer. Comme MJ le disait tantôt, en fait, j'ai mon entreprise, le Miniver, pour faire de la consultation, des conférences zéro déchet. Fait que si vous avez des questions, si vous voulez des trucs, ben vous avez mon courriel ici. J'ai ma page Facebook, le Miniver, puis j'ai un compte Instagram aussi. Sur chacun des deux, je donne des trucs pour un mode de vie zéro déchet. Là. C'est pas les mêmes sur un et sur l'autre. J'ai un type de contenu pour Facebook puis un type de contenu pour Instagram. Mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir des trucs que je mets là. Fait que ça mettrait fin à ma présentation. Fait que je sais pas, MJ, si tu veux guider les questions. Oui. Alors, merci Melissa pour la super présentation et on va faire place aux questions. Je sais que Mélanie a demandé est-ce que ça existe de la nourriture pour chat en vrac? La seule nourriture pour chat que j'ai vue en vrac, c'est chez Bulk Barn, mais je ne suis pas certaine que je vous invite à le faire. Moi, l'exemple que je donnerais, c'est j'ai un oiseau, en fait, que vous pouvez voir ici, Orlu. Et j'ai acheté ces graines pour oiseaux chez Bulk Barn, justement, puis je me suis fait chicaner par ma vétérinaire parce qu'en fait, c'est pas de la bonne nourriture pour eux. Je suis supposée acheter de la moulée, puis ça s'achète seulement emballé. Pour les chats, je pense que ça serait la même chose. Donc, en fait, moi, ce que je fais pour mon oiseau, c'est que j'achète le plus gros sac.
Puis pour éviter de le gaspiller, je mets tous les surplus au congélateur. Fait que comme ça, je sais que je le garde plus longtemps. Mais tu sais, à un moment donné, c'est aussi la limite de notre animal, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien l'alimenter. Puis si l'option n'existe pas en vrac, il vaut mieux aller quand même vers l'emballé. S'il y a des options, j'avoue que je les connais pas encore. Avez-vous fait des recherches sur les pratiques de recyclage au Canada et en Ontario? Ben c'est sûr que je connais moins l'Ontario parce que j'habite au Québec, mais je sais que le système de recyclage, probablement qu'en Ontario, c'est très semblable. Là, en ce moment, on a un gros défi de recyclage parce qu'il y avait beaucoup de notre recyclage qui était exporté en Chine. Puis en fait, on savait même pas ce qu'ils faisaient rendu en Chine. Fait que ça, c'est vraiment divertissant parce que ça rentre dans nos statistiques de recyclage, mais en bout de ligne, on sait pas vraiment ce qui en advient. Puis là, la Chine vient de fermer ses portes à notre exportation. Ben nous, puis d'autres pays aussi. Fait qu'il va vraiment falloir que notre système de recyclage se renouvelle et trouve des meilleures solutions. Puis notre plus gros problème, puis je vais parler plus pour le Québec, parce que ça, je le sais, mais j'imagine que c'est peut-être semblable, malgré que vous avez un gros avantage sur moi en Ontario, puis je le sais lequel. Mais notre problème, c'est qu'on trie pas super bien. Vu que c'est fait à la main très rapidement, ben les matières se retrouvent contaminées entre elles, fait qu'ils ont une moins grande valeur de revente sur le marché, donc c'est difficile de les revendre. L'avantage que vous avez, si je me trompe pas, c'est que vos bouteilles de vin sont consignées. Est-ce que je me trompe? MJ, est-ce que tu sais si vos bouteilles de... Oui, je vois le oui apparaître, c'est ça. Nous, ne sont même pas consignées. Fait que toutes nos bouteilles de verre se retrouvent dans le bac. Puis le verre, c'est un des gros problèmes dans notre bac, en fait, parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de débouché de recyclage. Il y en a un peu. Ils font du béton avec, par exemple, mais c'est pas top. Puis d'ailleurs, on s'est beaucoup battu au Québec pour qu'ils soient consignés comme vous, mais la SAQ, qui est c'est la Société des alcools du Québec, en fait, ne veut pas consigner. Ils ne veulent pas gérer ça. Fait que je vous admire beaucoup, puis j'aimerais qu'on ait votre système là-dessus. Ah! Il y a quelqu'un de Montréal. D'ailleurs, là, j'ai vu quelqu'un, la vidéo, si ça n'a pas super bien fonctionné, je vais aller retrouver le lien, puis je vais vous le partager sur la discussion, la vidéo de la cuillère. As-tu des conseils pour les ados? Ça dépend le sens de la question. Là, j'ai commencé à faire des ateliers dans les écoles primaires puis les écoles secondaires. Puis en général, ce que je me rends compte, c'est que les ados et même les jeunes, en fait, ce qu'ils préfèrent, c'est vraiment voir les objets. Quand je vais faire les ateliers, souvent, j'amène comme mes objets à taponner puis à voir les solutions. Puis j'ai une amie aussi qui a elle est plus jeune, là, mais tu sais, de faire les choses aussi avec eux. Fait que, par exemple, mon amie avec sa fille, ils ont fait les tissus avec de la cire d'abeille. Ça se fait maison. Fait que de les impliquer dans le processus, ça peut être une bonne chose. Mais après, c'est comme n'importe quoi. Il faut respecter les limites de tout le monde puis de contraindre les gens. Ça ne va pas les inviter à s'améliorer. D'ailleurs, je l'ai un petit peu sauté dans ma présentation, mais il y a comme toute une notion de territoire que j'ai mis en place autour de moi, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, ça m'appartient. Ce que les autres font, ça leur appartient. Fait que ça a comme 3 effets positifs. Le premier, c'est que ça va, moi, me protéger des autres qui produisent des déchets parce que je ne veux pas virer folle non plus. Ça va protéger les autres de moi parce que souvent, mon entourage, quand ils sont en relation avec moi, ils se mettent à culpabiliser parce qu'ils voient qu'ils pourraient faire mieux puis ils le font pas nécessairement puis c'est absolument correct. Fait qu'à partir du moment où les gens ne culpabilisent plus puis je pointe pas du doigt, je leur dis jamais ce qu'ils pourraient faire de mieux à moins qu'on me pose la question, bien à partir de là, les personnes se mettent à réfléchir. C'est ça qui est fou. Fait qu'ils vont se mettre à réfléchir puis à trouver des solutions. Puis tout le monde autour de moi, depuis que j'ai commencé il y a 5 ans, s'est questionné à un certain niveau ou à un autre, puis a changé des habitudes de vie pour être plus écolo. Mais ça, c'est pas en pointant du doigt personne que j'y suis arrivée, c'est vraiment juste en le vivant moi-même, puis en étant un exemple positif. Puis en étant un exemple positif, ça a intrigué les gens qui se sont mis à me poser des questions. Fait que c'est vraiment important de ne pas l'imposer à personne jusqu'à une certaine limite. Là. C'est sûr, quand on est parents versus des ados, c'est quand même notre maison, fait qu'on peut faire ce qu'on veut, là, mais jusqu'à une certaine limite. Ouais. Là, j'ai vu atelier de couture dans la communauté. Je ne sais pas trop ce qu'on veut comme signifier là, mais pour la litière pour chat, en fait, moi, j'ai pas de chat. Si vous voulez aller voir, par exemple, sur des blogs, il y a le blog de Loraki, Maman Zéro Déchet, puis le blog de l'Écolo Imparfaite, eux, ils ont des chats. Puis ils ont écrit des articles là-dessus. Ça aussi, c'est comme c'est limité dans ce qu'on peut faire. Là, je vais faire une petite confession. Je vais avoir un chat bientôt. Donc, je vais bientôt vivre ces défis. J'ai parlé à des vétérinaires, puis j'ai peut-être des indices d'une solution plus zéro déchet pour la litière, mais je ne l'ai pas testé, puis j'en ai pas parlé à mon ami qui est vétérinaire. Fait que
quand j'aurai comme confirmé la possibilité, je vais le partager sur ma page Facebook, c'est sûr, là, mais pour l'instant, je ne vais pas trop m'avancer. Je suis comme en investigation sur une solution potentielle. Mais pour le moment, ce que j'ai vraiment entendu, c'est plus il y a des litières qui sont faites avec des restants de papier de toilette, par exemple, ou des trucs comme ça, mais ça finit toujours un peu dans la poubelle quand même. Fait que je ne saurais trop dire pour le moment, là. Ah, ben il y en avait une, je suis en train de refaire le tour, là. As-tu des bonnes adresses pour des ateliers ou apprendre à faire ses produits soi-même? Si vous regardez sur Internet, vous cherchez des recettes de cosmétiques, vous allez vraiment en trouver très, très facilement, là, comme la recette de déodorant est partout sur Internet. Fait que je vous invite à chercher, vous allez trouver facilement. Le seul conseil que je donnerais peut-être pour les cosmétiques, c'est de prendre des recettes qui sont vraiment simples, avec comme 2, 3, 4 ingrédients maximum, qui se font souvent au bain-marie. C'est-à-dire que, tu sais, bain-marie, c'est que par exemple, je prends un pot maçon en verre, je le mets dans mon chaudron d'eau chaude pour faire chauffer les produits, puis de faire vos recettes directement dans les contenants dans lesquels ils vont rester. Parce que ce qui est très, très long de faire ces cosmétiques, j'ai trouvé, c'est de le faire dans le chaudron, puis devoir laver le chaudron, la spatule, puis tout avec des produits qui sont très gras puis qui collent. Fait que si vous les faites directement dans des pots en verre au bain-marie, c'est super rapide. Moi, je peux faire mon déo, mon baume à lèvres en 4 minutes le matin. C'est vraiment facile. La seule chose, c'est que si vous faites votre déo comme ça, les ingrédients qui vont aider à votre déo, c'est-à-dire le bicarbonate de soude puis la fécule, vont descendre dans le fond du contenant pendant que ça refroidit. Fait que quand il commence à figer, assurez-vous de rebrasser pour qu'il y en ait partout et de ne pas seulement appliquer après ça de l'huile de coco sous vos bras qui ne sera pas un déodorant. Par expérience. Fait que ça peut être un truc. Cadeau, pour chat. Ça, c'est qui, Samy, le chat qui passe devant l'ordi? Samy, c'est le chat de ma tante. En fait, je ne sais pas s'il est proche. S'il était proche, je vous l'aurais remontré, mais il y a 3 chats chez ma tante, Samy, Mimi et Romy. 3 très beaux chats que je garde en ce moment parce que ma tante est en voyage. C'est pour ça. Fait que voilà. Good time. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? All right. Alors, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Je veux remercier tout le monde pour votre participation aujourd'hui et surtout, merci à Melissa pour partager son expertise. J'aimerais également remercier le ministère de l'Éducation pour son soutien et j'espère vous revoir pour notre prochain webinaire. Excellent, merci beaucoup. Puis je rajoute encore une fois, si vous voulez m'écrire sur Facebook ou sur Instagram, il n'y a pas de problème, je peux répondre à vos questions. Fait que voilà, bonne journée à tous, merci beaucoup.